Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons vous parler de la COP 16 et comment est-ce que la société civile peut croître. Nous sommes vraiment très contents que vous ayez investi votre temps pour cette action si importante. Nous avons des personnes qui parlent des différentes langues. J'espère que vous ayez lu les instructions concernant de comment vous pouvez bénéficier de l'interprétation vers l'espagnol, vers l'anglais, vers le portugais et vers le français. Nous allons, nous sommes en train de partager ces informations sur le chat pour que vous puissiez avoir accès à l'interprétation et vous aurez toutes les instructions nécessaires pour ce faire. Vous pourrez choisir la langue que vous souhaitez écouter. Comme toujours, nous essayons de parler lentement et clairement pour que tous puissent participer et faire partie des débats et des questions et des réponses. Ma présentation sera très brève. C'est quelque chose de très pratique. Je suis Josh Oga et je suis directeur de South South North et c'est un plaisir pour moi que d'être ici parmi vous avec deux programmes qui font partie de notre calendrier de programmes. Nous avons la CKN et Voices for Planet Action. Nous allons vous présenter ensemble avec Davina cette conversation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore South South North, je vais vous présenter rapidement notre organisation et vous expliquer pourquoi c'est important pour nous. Nous sommes une ONG mondiale dans le sud global et nous essayons de travailler avec trois grandes crises: la perte de biodiversité, les inégalités sociales et le changement climatique. Nous le faisons en soutenant des actions nationales et internationales en essayant de recueillir des fonds. Nous recueillons des informations, nous donnons de la force à toutes les actions pour pouvoir obtenir des solutions innovantes face à tout ce qui se présente causé par le changement climatique. Nous allons vous parler de trois grandes conventions qui sont très importantes aujourd'hui. La COP 16 que nous sommes en train d'atteindre pratiquement, nous allons vous parler de comment rassembler la société civile pour qu'elle puisse participer à la gouvernance en vue de la COP 16. Et ceci est important, non seulement c'est important pour la Convention cadre des Nations Unies, mais beaucoup d'autres organisations se concentrent sur la Convention cadre pour le changement climatique. Et il nous semble que c'est très important de continuer à avoir des interactions avec d'autres organisations pour lutter pour la diversité biologique. Nous voulons garantir que ces contributions soient amplifiées pour que nous réussissions à élargir la couverture de tout nous voulons travailler sur le changement climatique, mais également pour la diversité biologique, puisqu'il y a une connexion énorme entre les deux choses et la participation de la société civile est très importante. Je pense qu'un côté renforce l'autre et c'est très important de pouvoir travailler ensemble dans ce but. Nous souhaitons que vous participiez tous. Nous avons un panel formidable d'intervenants qui nous parleront au sujet de ce que nous pouvons attendre au sujet de la COP 16 et de la Convention sur la diversité biologique, la CDB. Nous avons des activistes, etc., qui nous parleront également d'études de cas pour l'amplification de la voix des sociétés civiles et de ceux qui se trouvent dans cet espace. Maintenant, je passe la parole à celle qui va animer notre journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dosh. Je m'appelle Nadia Sitas. Je travaille à DKN nous sommes un des partenaires de ce webinaire. Comme Josh l'a déjà dit, nous avons l'interprétation simultanée qui est disponible
Vous trouverez toutes les différentes étapes pour pouvoir avoir accès à cette interprétation. Vous trouverez toutes ces instructions sur le chat. Vous pouvez également poser vos questions en cliquant sur le bouton de chat ou alors en cliquant sur les questions and answers, les questions et réponses. Si vous avez des questions que vous avez trouvées sur le chat et vous souhaitez vous-même y répondre, vous pouvez le faire. Nous avons l'interprétation. Et si vous avez une difficulté quelconque concernant, vous pouvez nous envoyer un message ou alors vous pouvez mettre quel est le doute que vous avez ou si vous n'arrivez pas à avoir accès à l'interprétation, vous pouvez l'inscrire sur le chat. Nous avons donc décidé d'avoir cette séance après plusieurs dialogues que nous avons eus avec beaucoup de partenaires. Nous voulons trouver des manières d'améliorer la participation de la société civile pour la Convention sur la diversité biologique et sur le climat. Nous allons parler de la COP 16 et tous les enjeux concernant cette COP. Nous voulons également explorer des stratégies pour améliorer l'engagement de la société civile et des organisations qui se trouvent ici et promouvoir l'idée de la synergie entre le climat et entre les actions sur le climat et sur la biodiversité. Nous voulons identifier les opportunités d'avoir de l'influence sur les politiques de la CBD et, et au-delà. Nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire et vous y aurez accès. Tous ceux qui n'ont pas réussi à participer en direct, vous pourrez avoir accès en accédant à le lien. Voici notre ordre du jour. Nous pouvons voir, nous nous aurons Tristan Tyrrell, qui est de la Convention sur la diversité biologique, qui nous parlera un petit peu de ce sujet. Nous avons beaucoup de personnes qui pourront participer à la discussion de la COP 16. Nous aurons des questions et des réponses, puis nous aurons un panel avec nos intervenants. À nouveau, il me semble qu'il est important de vous dire qu'il est nécessaire que vous participiez. Nous voulons, nous souhaitons qu'il y ait une grande participation. Nous voulons encourager un débat qui commence ici et qui pourra être porté à plusieurs espaces. Voici nos intervenants. Ce sont des personnes différentes, avec des connaissances différentes, des pratiques politiques et des espaces communautaires divers. Je demanderai à chaque intervenant qu'il se présente avec plus de détails lorsqu'il prendra la parole pour la première fois. Et vous aurez tous l'opportunité de poser des questions spécifiques aux intervenants si vous avez des doutes ou des questions à poser et nous vous demandons de bien vouloir dire à quel intervenant se dirige votre question. Nous allons vous parler également un petit peu de la CBD pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, je passe la parole à Tristan Tirel qui va nous parler un petit peu plus sur cette question. Merci. Merci Nadia, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir cette opportunité de pouvoir vous parler. J'ai certaines diapos à vous présenter. Je vais les mettre sur l'écran. OK. Je m'appelle Tristan Carrel. Je suis gestionnaire du programme pour le domaine de la biodiversité pour le secrétariat de la CBD. Nous cherchons des synergies entre les trois conventions de Rio. Nous avons la diversité biologique, nous avons la convention 4 et nous avons également la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Pardon.
Nous réfléchissons déjà à la COP 16 et qu'allons-nous faire sur plusieurs sujets, y compris le domaine du changement climatique et de la diversité biologique. Pour ceux qui ne sont pas très familiarisés, la CBD, qui est la Convention sur la diversité biologique, est une des trois conventions de Rio. Et ceci a surgi en 1992 à la conférence de Rio, qui nous parle du changement climatique. Nous avons trois objectifs: la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de la diversité biologique, en réfléchissant à comment nous travaillons avec la nature et les bénéfices que nous avons à partir de là, et plus spécifiquement à cause de la définition de la diversité génétique, c'est-à-dire ceci passe par plusieurs niveaux, passe par plusieurs espèces, mais nous tenons compte également de la diversité génétique à cause de tout ceci justement. Nous voyons quels sont les bénéfices que nous pouvons obtenir pour la nature d'une manière juste et équitative. Dans la Convention, nous avons deux protocoles. D'abord sur la biosécurité qui concerne les mécanismes génétiquement modifiés et les matériaux génétiques. Nous parlons du partage des bénéfices à partir de l'utilisation des ressources génétiques. Tout ceci est lié, mais il y a une certaine différence concernant la convention par rapport à la convention principale. Les débats que nous aurons au mois d'octobre en Colombie seront très importants à ce sujet d'ailleurs. Dans la convention, nous avons plusieurs programmes thématiques. Nous avons des thématiques transversaux et ces programmes se concentrent sur la biodiversité, sur la biodiversité agricole, par exemple. Les questions transversales sont beaucoup plus larges. Il y a des questions comme des choses qui ne font pas partie des écosystèmes ou des biomes, qui concerne davantage l'approche de comment traiter la biodiversité, d'être sûr de suivre la voie correcte pour conserver la nature d'une manière qui soit harmonieuse. Il y a certaines choses dans cette liste qui sont importantes pour le débat que nous avons aujourd'hui. Il y a des questions de développement et de capacité, des questions de changement climatique et de biodiversité concernant cette connexion et aux dangers du changement climatique sur les dangers qu'il y a concernant la biodiversité. Nous voyons des zones protégées, des espèces envahissantes et nous pouvons réfléchir à la partie, aux parties prenantes, à la participation des parties prenantes, comme par exemple la question du genre, le respect aux peuples autochtones et aux communautés locales. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce sens. Quelque chose que j'aime dire, c'est l'approche de l'écosystème lorsque nous observons les choses d'une manière plus holistique et nous reconnaissons que nous faisons partie d'un écosystème et nous comprenons que les écosystèmes ne s'arrête pas là, que tout est lié. C'est un système constant. Il nous faut tenir compte de notre interaction avec la biodiversité et la nature de cette manière holistique. Concernant le changement climatique et la biodiversité, d'ailleurs, je vous demande de bien vouloir m'excuser si je vous montre sur les diapos tellement de texte. Mais je vous ai apporté des informations parce que nous abordons cette question de la biodiversité et du changement climatique depuis plus de 20 ans déjà. Au début, nous avons vu la menace que représentait le changement climatique concernant la biodiversité et également quels étaient les impacts du changement climatique sur la biodiversité. Au fil du temps, avec tout le contexte de la Convention, cet axe a changé. Nous parlions davantage au sujet de l'atténuation, etc. Mais maintenant, depuis lors, nous sommes passés par un changement et nous abordons davantage la question de l'adaptation et comment
face aux catastrophes. Le dialogue au sujet de l'atténuation concerne davantage la Convention des États-Unis sur le changement climatique, parce que maintenant, nous avons deux conventions à ce sujet. Ceci continue à évoluer, bien évidemment. Nous avons la question de la Convention 4. Cette division change un petit peu à ce sujet. En 2018, nous avons des directives volontaires qui ont été adaptées concernant au risque des catastrophes et nous avons mis l'accent sur ce point. Ces informations, vous les trouvez aussi sur cette diapo. Je ne sais pas si vous réussissez à les voir, mais nous avons des documents techniques qui ont été produits par le secrétariat justement pour que ces publications puissent soutenir les partis et les États membres qui ont signé la Convention, ainsi que d'autres pays, pour pouvoir obtenir ces informations au sujet du changement climatique et de la biodiversité. Comme vous pouvez observer, on met l'accent sur, nous avons d'abord mis l'accent sur l'atténuation et après sur la réduction et la diminution, la lutte pour lutter contre les catastrophes. Nous avons plusieurs choses qui ont été publiées par nous, mais par d'autres partenaires. L'objectif est essayer de soutenir la mise en œuvre de ces actions et qui sont discutées lors des différentes conventions. La Convention des parties a abordé plusieurs de ces questions au fil du temps. C'est un processus continu et qui concerne le développement des connaissances et des capacités. Il y a une grande complexité à ce sujet. Ceci a été incorporé et nous sommes en train d'essayer de traiter tout cela pour comprendre qu'il y a un support disponible pour les gouvernements, mais également pour les participants qui ne sont pas étatiques. Nous souhaitons que tous puissent développer ces rôles euh, importants pour le combat à toutes ces choses importantes que nous sommes en train de faire. Lors de la COP 15 qui a eu lieu en 2012, le plan stratégique pour la Convention a été adopté. Ça a été la Convention cadre pour la biodiversité et une mise à jour de la version précédente. Il y avait des objectifs de biodiversité de là jusqu'à 2030 et ce troisième tour des objectifs globaux, mondiaux. Et nous allons essayer de traiter les tendances négatives sur portant sur la perte de la biodiversité et les autres enjeux. Jusqu'à 2030, l'idée est d'arrêter et faire revenir en arrière ces tendances négatives. En 2050, la vue générale est de vivre en harmonie avec la nature. Voici notre slogan, vivre en harmonie avec la nature. Ce cadre a 4 objectifs qui sont associés aux objectifs de la Convention. Maintenir l'utilisation durable et les ressources génétiques et les bénéfices qui en découlent. Le quatrième, ce qu'il faut pour soutenir les parties afin d'atteindre les objectifs de la Convention cadre. Donc, mobilisation des moyens, renforcement des compétences, financement, tous ces éléments doivent être présents. Quel est le rôle du secteur privé dans tout ça? Et bien sûr, quel est le rôle des différentes parties impliquées, les peuples autochtones et les communautés? Il y a 23 objectifs qui sont orientés sur l'action et qui sont plus évidents. Vous aurez peut-être déjà entendu parler de l'objectif 30 par 30. Il s'agit des zones protégées et d'autres mesures de conservation qui auraient pu être affectées. D'autres objectifs 30 par 30 ont trait au financement et au rétablissement de 30% jusqu'à 2030. Certains objectifs particuliers, le changement climatique, l'évaluation
l'aménagement spatial, l'utilisation durable des espèces, le rôle du secteur privé, reconnaître les risques, reconnaître les dépendances et les indépendances, certaines considérations transversales associées aux thèmes transversaux, c'est-à-dire reconnaître le rôle de l'approche par l'écosystème, le rôle du genre, l'équité, respecter les connaissances et les pratiques traditionnelles des populations autochtones. Et il y en a deux qui sont plus récentes. L'une porte sur la diversité biologique et la santé. Ça fait partie de la Convention cadre en tant que résultat surtout de la pandémie. Et l'autre, c'est l'approche des droits de l'homme et la reconnaissance des droits à un environnement sécurisé et sain. Et quelques approches pour mettre en place ou mettre en œuvre la convention cadre sur la biodiversité. Voici quelques commentaires des mécanismes de mise en œuvre, renforcement des compétences, financement, monitoring, révision, et pour quelque chose qui n'est pas mesuré ou n'est pas géré de façon adéquate. Pour ceux qui ont conscience de la biodiversité, bien sûr, nous dépendons de tout ceci en dernière analyse. Et voici les objectifs très proches des objectifs du développement durable, surtout ayant trait à l'objectif numéro 8, minimiser les impacts des changements climatiques et bâtir de la résilience. Par exemple, le développement d'installations d'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et des résultats positifs par rapport au changement climatique et soutien à ces actions orientées sur les changements climatiques. L'objectif 11 porte sur les objectifs généraux, c'est-à-dire ce que nous obtenons à partir de la nature et les résultats positifs de la conservation, de la restauration, rétablissement de la nature. Nous avons également ici la reconnaissance de sa fonction dans les domaines de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques. D'autres objectifs qui ont trait aux zones urbaines, l'aménagement spatial, les prises de décision et sur tous les niveaux. Heu, je veux évoquer qu'il y a une approche, qu'avec le transfert et la participation à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et ceci est très important, et puis également des thèmes qui ont trait au partage des connaissances, au renforcement des compétences et reconnaître, les perspectives, et les systèmes de connaissances, qui par-delà le monde. Voici certaines considérations transversales que j'ai déjà évoquées. Je ne vais pas, répéter, mais nous pouvons observer une approche qui est basée sur les droits humains, le développement des sociétés, la coopération avec les communautés qui travaillent dans le domaine des changements climatiques afin d'obtenir plus de synergie et d'œuvrer ensemble dans le sens des objectifs en commun. La COP 16, qui se tiendra à Cali en octobre, c'est la première fois où les parties se réuniront de façon formelle de- au, au sein du processus de la prise de décision dès la COP 15, la Convention sur la biodiversité et la diversité biologique. Et ce sera une occasion justement d'évaluer les politiques qui doivent être révisées par rapport aux objectifs, des stratégies de biodiversité, des plans d'action et ce qu'on appelle les NBSAP, et tenir compte également de la situation des financements et des structures de monitoring. Comme je l'ai dit, si quelque chose n'est pas mesurable, probablement ce n'est pas bien géré. Et ceci porte également aux questions de qualité. Et le dernier mécanisme multilatéral, c'est le partage équitable et juste des bénéfices. Nous avons déjà progressé, avancé beaucoup lors des
négociations préalables et il faut conclure ce processus avec, bien sûr, un mécanisme de financement. Cependant, voici donc les questions principales et voici les points qui sont à discuter. Et je souhaite souligner qu'il y a plusieurs points de ce programme qui doivent être examinés et dont on doit tenir compte au sein de COP 16, y compris l'adoption d'un plan d'action mondial pour la diversité biologique et la santé et des considérations supplémentaires sur les espèces aliénigènes, envahissantes, les engagements des populations autochtones et des communautés locales. Il y a certains points d'attention par rapport à cela. La mobilisation des moyens et des mécanismes financiers, car en fin de compte, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Et puis la biodiversité et les changements climatiques. Le point biodiversité et changement climatique, selon la Convention sur la diversité biologique, n'est pas une négociation très objective, car il y a la question l'enjeu des mandats. Par exemple, au sein de la COP 15, il n'y a eu aucune décision qui a été prise par rapport à la diversité biologique, mais nous espérons pouvoir réaligner cela à la COP 16. Il y a un procès-verbal provisoire, il y a plusieurs points à être discutés et des discussions donc par rapport à ce sujet qui vont s'étendre. La plupart des thèmes qui ont trait à la diversité biologique et au climat ont trait à la manière dont la Convention sur la diversité biologique sera mise en œuvre. Comment les gouvernements vont-ils interagir avec les autres? Y a-t-il des conventions particulières? Il y a-t-il une orientation qui doit être poursuivie, des atténuations, les exercices qui ont trait à ce qui va être approuvé et, et également des enjeux par rapport au renforcement des compétences. Nous avons beaucoup avancé pour ce qui est de la biodiversité et des changements climatiques. Et nous espérons donc que ceci soit un signe positif selon lequel cette décision va avancer lors de la COP 16. En fin de compte, il s'agit d'apporter tout le soutien aux partis, au gouvernement et à d'autres concernés et assurer que tous nous soyons en train de mettre en œuvre les objectifs 8 et 11 et tous les GBF de manière efficace afin d'atteindre ces objectifs d'ici à 2030. Pour ce qui est de la structure de la COP, nous avons une partie en bleu, une partie en rouge. C'est l'élément le plus formel des Nations unies, de la COP, afin d'avoir accès à cette partie bleue. Il faut s'enregistrer, s'inscrire et le délai est tout près, tout proche, jusqu'à 15 septembre. Dans ces zones bleues, c'est là où il y aura les discussions formelles et certains événements, des événements parallèles qui en général se tiennent pendant l'heure du déjeuner, l'heure du dîner, à la différence du BNF triple C où les événements se tenaient pendant toute la journée. Dans, Là, seulement pendant les intervalles de déjeuner et de dîner. Il y a également quelques pavillons, quelques forums qui se tiendront parallèlement aux négociations, dont le pavillon de GBF. Il y a le pavillon de la Colombie, Québec. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne sais pas exactement de quelle couleur il s'agit. Je pense qu'il s'agit du violet, là où c'est écrit Place Québec. C'est la zone de l'action. Et il s'agit de l'engagement des acteurs qui ne sont pas des États. Et ceci va se tenir pendant toute la COP. Mais pour prendre part à ces sessions-là, il faut
s'inscrire, s'enregistrer. Il y a également la zone verte qui est organisée par la présidence de la COP en Colombie, c'est-à-dire le gouvernement de la Colombie. Et ceci va se passer dans une autre région plus proche de Cali. Apparemment, il faudra une demi-heure pour y arriver, un transport donc entre la zone bleue et la zone verte. Je sais que c'est un peu inconvenant, mais il n'y a rien à faire. Et c'est ouvert au public. Les personnes peuvent tout simplement entrer et participer à ces événements. Il semble qu'il y aura plus de 1000 événements qui se tiendront pendant ces 2 semaines. Cette zone sera donc active pendant 2 semaines. Voici un écran du site web dont vous avez le lien en dessous. Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit vers le français et non pas vers l'anglais, mais enfin, vous pouvez accéder à ce site web. Certaines questions ayant trait aux biodiversité et au changement climatique seront discutées. Et le slogan, c'est «En paix avec la nature». Il s'agit donc d'une association directe avec la nature. Et voici ce qui est important pour le tissu social. Il y aura des discussions particulières qui se tiendront à propos de ce sujet, de ce thème-là. Voici quelques liens. Si vous souhaitez observer, examiner sur le site web, vous aurez d'autres informations. Mais de toute façon, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Tristan, d'avoir partagé toutes ces informations. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur la boîte de dialogue également. Nous n'aurons pas une séance de questions et réponses en ce moment, alors vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous en avons répondu quelques-unes. Vous pouvez également partager quelques commentaires que nous espérons qui pourront être discutés au sein de la COP et vous pouvez de toute façon, poser vos questions également sur les icônes du questions et réponses, Q&A et sur le chat. Si vous avez des informations à partager, nous vous prions de les partager ici. Nous avons également quelques ressources que nous aimerions partager avec vous. Également avec les personnes qui sont en train de participer à ce webinaire. Ainsi, vous n'avez pas besoin de prendre des notes et vous n'avez pas besoin d'enregistrer ce webinaire car vous aurez toutes ces informations. Alors, nous allons passer à présent à notre panel de discussion. Nous avons des personnes magnifiques qui vont partager leurs expériences à partir de différentes perspectives et à partir de différents types d'actions. Nous avons Rina Linirai qui a fondé et dirige les Women for Biodiversity, Eduardo Rotella de la Fondation Navina, Nadia Sita, c'est moi-même, Peter Bolimo, leader de Youth for Nature, et Tristan Tyrrell. Nous avons quelques questions pour ce panel, mais vous aurez également l'occasion de poser vos questions pendant les interventions des orateurs. Nous aurons environ une demi-heure, 30 minutes pour cette discussion. Nous allons commencer par vous, Brina Lini. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager vos perspectives à propos de ce que la société civile peut faire pour influer sur certains résultats de la COP 16, surtout en lien avec les objectifs les plus ambitieux concernant la diversité biologique? Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, Nadia. C'est un plaisir d'être ici. Je n'arrive pas à ouvrir ma caméra, mais nous allons régler ce problème. Je m'excuse, je suis arrivée un peu en retard. Je suis au Royaume-Uni à présent pour une rencontre de spécialistes qui sont en train d'évaluer de quelle manière on peut euh, renforcer certains enjeux et entrer à la Convention de la biodiversité. À propos de la question sur les principales stratégies que nous sommes en train de mettre en place, je souhaite partager
ce que Women for Biodiversity fait dans l'espace d'engagement par rapport à la Convention sur la biodiversité. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, bien sûr. Nous allons régler tous les paramètres. Parfait. Voilà. Bon, nous, à chaque fois que l'on refait ça, c'est toujours difficile, malgré tant de fois que nous le faisons, n'est-ce pas? Bien. Prévenez-moi si par rapport au temps. Je souhaite donc vous présenter quelques exemples pratiques. Il ne s'agit pas d'une liste qui couvre tout. Voici quelques éléments de base pour savoir comment renforcer l'engagement de la société civile au sein de la Convention sur la diversité biologique. Il y a un nombre de stratégies. Vous verrez que ça ressemble beaucoup à l'engagement de la société civile. Je vais parler et évoquer rapidement sur certaines, car en fait, il faut associer toutes ces stratégies. Qui doit s'engager? Quels sont les partenaires? Quel est l'enjeu ou le dossier qui vous intéresse? Nous allons nous concentrer sur la plateforme renforcement des compétences et collaboration. Certainement, ce n'est pas une nouveauté pour vous. Cependant, je vous demande, que voyez-vous? C'est un aspect important pour toute personne qui se rendra à la COP. La société civile est très diversifiée et les thèmes sont différents. Alors, quelles sont les pièces de ce casse-tête que vous voulez prioriser par rapport à la Convention sur la biodiversité de façon efficace? Je, v- Voici donc les pièces de ce casse-tête qui font partie donc de ce casse-tête que nous connaissons sous le nom de plan sur la biodiversité. Il y a 23 pièces. Au sujet du plan qui a été adopté lors de la COP 15. Ces pièces de ce puzzle représentent cer- ces pièces sont importantes et représentent les différents aspects de la biodiversité. Ceci ne concerne pas seulement la conservation, mais également les- l'objectif 23 sur l'égalité des genres, l'objectif 1 sur la planification spéciale, la restauration, etc. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Je ne sais pas pourquoi la diapo ne correspond pas. Voici par conséquent les 27 objectifs qui composent le KMGBF. Et il nous faut savoir quelles sont nos priorités pour pouvoir construire des stratégies parce que pratiquement, cela représente un enjeu. Ce n'est pas toujours facile. Il est nécessaire de reconnaître qu'il ne s'agit que d'une partie de la CDB, pardon. Nous voulons peut-être nous pencher sur un objectif ou sur deux objectifs, mobilisation de ressources, par exemple. Voici les différentes parties qui sont très importantes dans ce cas. Je voulais vous projeter des photos, mais je ne sais pas pourquoi, je ne réussis pas à les placer sur l'écran. Mais enfin, une des parties très importantes, lorsque nous allons comprendre quelles sont les priorités, par exemple, nous sommes en train de voir en ce moment quel est le lien entre certains objectifs de restauration et le lien avec le changement climatique. L'objectif 15 également. 15, 22, 23 pour cet objectif 19. C'est plus ou moins ainsi que l'on aborde les objectifs au sein du CDB.
Et il y a bien évidemment des liens entre la CDB avec d'autres conventions de Rio. Et j'encourage tout le monde à essayer de maximiser les possibilités qui surgissent à ce sujet. En outre, tous ces points ont été fondamentaux pour pouvoir aboutir à une voie collective concernant ces objectifs. Une, la, le sommet des peuples indigènes, par exemple, au forum sur la biodiversité. Nous avons également le sommet des femmes à la CDB et un groupe important au sein de la CDB qui est le réseau de la jeunesse. La société civile également fait partie ou participe à la CDB. Il est important de comprendre que lorsque nous observons ceci, il n'y a pas de limite de participation. Ça peut être une jeune femme qui est autochtone, d'autres personnes qui représentent des ONG, peu importe. Il est possible de participer à des dialogues avec les principales parties prenantes. Nous avons également la participation des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Mais voici les quatre principaux groupes d'interlocuteurs qui font partie de ces négociations et qui participent énormément. Ils ont de la reconnaissance, de la présence et contribuent avec des idées qui concernent les délibérations officielles. La manière également comme ces plateformes fonctionnent est un point très important. Nous avons des rencontres préalables telles que celle-ci. Nous avons des documents qui concernent la CDB pour la COP 16. Il est très important de s'être penché sur la réunion intersectionnelle qui s'est tenue au mois de mai et qui aura un impact au sein de la CDB. Il est important de voir qu'est-ce qui se passe avant la CDB. Quelles sont les plateformes qui se joignent pour savoir quel sera le consensus au sujet de certains thèmes. Nous avons par exemple la présidence et tout est très bien défini. Nous avons la déclaration des partis, la déclaration des non-partis, la déclaration des membres, des agences. Et conformément au chronogramme, nous avons les femmes, les peuples autochtones et l'Alliance également. Il est important, les déclarations plénières, les groupes de travail, les groupes de contact et une interaction avec les groupes qui concernent la CDB. Maintenant, nous allons parler de la formation ou du développement de la formation. Je vous demande de bien vouloir m'excuser parce que plusieurs images n'apparaissent pas sur l'écran. Une manière d'augmenter et d'élargir notre capacité, c'est de comprendre qu'il s'agit d'un processus. On ne peut pas tout simplement arriver à la CDB. C'est un processus qui se tient au cours pendant 2 ans. Nous commençons par des campagnes, par exemple, une campagne qui a un fort impact a été ce que nous avons fait avec le groupe des femmes, la campagne des fleurs. Nous distribuions des fleurs aux personnes qui avaient une importance sur cette question des femmes. Et tout le monde disait, je veux qu'on m'offre une femme, une fleur, pardon. Il est important, il est possible d'avoir plusieurs campagnes. Nous avons les déclarations au sein des plénières et c'est très important et spécifique pour les objectifs principaux. C'est une manière concrète qui se lie aux autres approches, aux différentes approches, parce que nous avons peu de temps. Lors de la COP 16, nous aurons également des événements parallèles. Et ce que nous avons préparé ou ce que les différents groupes préparent, qui sont les événements de briefing. Il y a plusieurs déclarations de briefing qui peuvent être partagées sur le site de la CDB. Un autre point très important, c'est ce que nous appelons le ECOL. Le ECOL est une mise à jour
courte et quotidienne qui est lancée par l'Alliance dont je vous ai parlé. Il est possible de contribuer contribuer au, c'est ECO, ce sont des bulletins où il est possible d'y apposer votre contribution. Nous avons un autre engagement stratégique. Nous avons peu de temps. Mrinalini nous te demande de bien vouloir abréger. Nous vous demandons de bien vouloir que vous vous penchiez. Nous avons toutes ces informations qui sont à votre disponible. Nous avons un module de formation également. Et vous pouvez utiliser tout ceci parce que nous souhaitons obtenir la contribution de toutes et de tous. L'importance de la préparation est une préparation préalable qui est très importante. Et nous avons ici des résumés de dernières réunions qui se sont tenues. Je vous demande de bien vouloir m'excuser si j'ai dépassé le temps qui m'avait été imparti, mais je pourrai partager par la suite le reste des informations. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations et pour toutes les choses pratiques que tu as mentionnées. Tu peux également placer certains liens sur le chat. Nous allons rassembler toutes ces informations et nous espérons que les informations partagées et des images. Tu as mentionné l'engagement important avec les différents groupes, comme par exemple le groupe de la jeunesse. Nous avons des expériences à ce sujet. Il serait peut-être intéressant d'écouter maintenant Peter Boulimo qui va nous parler des mouvements racines pour faire face à toutes ces questions. Quels sont les mécanismes qui rendent possible toutes ces actions telles que les mécanismes de financement? Merci beaucoup pour cette opportunité. Nadia, et merci pour les présentations des intervenants qui m'ont précédé. Je voudrais réfléchir avec vous au sujet de ce que nous avons vu lors de cette dernière année et demie au sein de notre organisation. Quelque chose qui a été très clair, ça a été la compréhension qu'en réalité, l'action de la biodiversité a lieu ou se tient à un niveau nous avons un niveau pluriel, c'est-à-dire nous avons beaucoup de choses, comme par exemple l'innovation, qui a lieu à un niveau de base. Lors de mon expérience, j'ai commencé à comprendre qu'il y a une déconnexion entre le travail qui se fait à la base et les politiques multilatérales, les espaces de prise de décision. La plupart des personnes qui portent les changements au sein du mouvement de base ne savent pas qu'est-ce qui se passe au niveau de la Convention 4, les 23 objectifs, les plans stratégiques nationaux pour la biodiversité. Et à cause de tout cela, le travail est très isolé. Néanmoins, si nous observons le travail qui a été réalisé, nous observons les objectifs numéro 10, 11, 15, 18 jusqu'à l'objectif 21, ces groupes pourraient jouer un rôle important pour obtenir de avancer dans ces objectifs. Mais je pense que nous n'avons pas fait un bon travail en ce qui concerne l'alignement entre le travail de base et le travail des politiques et des objectifs. Je n'ai pas vu de cas où nous avons pu profiter de toute l'innovation collective des communautés qui se trouvent à la base pour obtenir une distribution, une véritable distribution du pouvoir, pour que chacun dans son domaine puisse avoir une influence directe ou indirecte sur les politiques, sur les prises de décision et sur les actions qui concernent non seulement leurs besoins, mais également pour l'accélération de la concrétisation de ces actions pour la biodiversité et pour la lutte contre le changement climatique. Nous voulons nous baser sur des écosystèmes
qui, à leur tour, se basent sur les droits humains. Et nous pouvons le faire avec des échanges de connaissances entre les gouvernements et les mouvements de base et les mouvements de la société civile. Il est important de créer un développement de connaissances avec la communauté de base. Il nous faut apprendre avec eux, mais il faut qu'ils apprennent avec les gouvernements. Il faut que nous fassions tout cela ensemble. Une autre manière de le faire, c'est de développer des manifestes collectifs qui puissent être remis au gouvernement. Il est important de responsabiliser les gouvernements au sujet de ces manifestes. Comment garantir que tout ceci est lié aux promesses qui ont été faites au sein des organisations de base? Je m'arrête par ici et je peux répondre à toutes les questions que vous avez à me poser au sujet de cette redevabilité, etc. Merci beaucoup pour ta contribution, Peter. Il y a énormément de points innovants qui ont été mis en œuvre par des groupes de jeunesse et sans aucun doute, il y a beaucoup à faire pour pouvoir profiter de cela et en même temps soutenir les jeunes qui souhaitent avoir des changements. Mais je voudrais poser une question à Eduardo sur concernant ton expérience, etc., j'aimerais que tu réfléchisses au rôle qui est joué pour atteindre les objectifs de restauration. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir que d'être ici avec vous en partageant ce panel. Je fais partie de de la Fondation Avina et nous croyons que ces mouvements de base sont très importants pour atteindre ces objectifs de biodiversité. C'est environ 6% des domaines ont véritablement une gouvernance qui implique les groupes autochtones et les communautés qui se trouvent à la base. C'est pour ça que nous pouvons observer qu'il y a un déficit pour la prise de décision dans les zones protégées. Nous nous référons à une région où il y a une multiculturalité et des multicultures et une grande biodiversité. Il faut que nous avancions dans le sens dans le sens d'inclusion pour pouvoir augmenter tout ceci. Nous pensons que les objectifs de conservation et de restauration ne seront obtenus que si nous utilisons une approche inclusive et efficace qui se base sur les droits de l'homme. Il nous faut reconnaître le besoin d'impliquer et d'engager la communauté locale pour les prises de décision. Il nous faut avoir des actions significatives et concrètes qui peuvent engager le renforcement des schémas de gouvernance pour prendre des décisions, ou alors pour la gestion des décisions dans les zones protégées et conservées. Il nous faut avoir des initiatives, la reconnaissance, le droit aux contributions des communautés locales indigènes, les femmes, les jeunes, etc. Et également en leur donnant une autonomie euh, équitative à, à à ces populations. Il nous faut mobiliser des ressources et investir dans ces dialogues inclusifs en mettant en pratique un mécanisme qui rende efficace le renforcement de la participation communautaire et organisationnelle. Les ressources doivent arriver jusqu'aux communautés et tout ceci doit faire partie du processus. En outre, il nous faut garantir une distribution juste des ressources et des fonds. Les actions de conservation mèneront à des questions tangibles et intangibles, y compris des opportunités économiques et d'amélioration des modes de vie. Merci beaucoup, Eduardo, d'avoir partagé toutes ces idées.
J'ai réfléchi si au fait, si je pourrais poser une question à tous les intervenants et je souhaiterais que vous me répondiez. Quels sont les événements spécifiques qui sont planifiés pour la COP 16 ou quels sont les événements les plus intéressés? Si vous pourriez nous donner des détails au sujet de ces différents événements, ce serait c'est très intéressant. Nous allons commencer par toi, Mrina Lini. Merci beaucoup. Nous avons certains événements parallèles qui concernent la CDB. Nous ne savons pas encore où ils auront lieu car nous attendons encore certaines confirmations. Il y a certains événements qui se tiendront dans la zone bleue et d'autres dans la zone verte. Des événements au sujet des indicateurs, par exemple. Nous avons développé des indicateurs pour les actions au sujet du changement climatique et nous voulons qu'ils soient abordés lors de la COP 16. Nous aurons une séance de débat à ce sujet lors de la COP. Nous aurons également 6 partenaires de restauration, par exemple le leadership communautaire et la participation communautaire qui pourront partager leurs expériences. Je pourrai partager avec vous les dates lorsqu'elles seront fixées. Un autre point important, c'est qu'il y aura une conférence d'une journée sur le genre et l'environnement, ce qui se tiendra le 21 octobre. Faites-nous savoir si vous souhaitez y participer. Nous pourrions vous envoyer des invitations. Ce serait très bien si vous pouviez participer à cette conférence. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. Et maintenant, je remercie tous ceux qui partagent les détails sur le chat. Vous pouvez voir s'il y a des questions qui vous ont été posées et répondre à ces questions. Eduardo, j'aimerais te poser des questions au sujet de quels sont les événements que vous avez l'intention de réaliser. Nous sommes en train d'organiser en ce moment 3 événements parallèles. Nous sommes encore en plein processus de vérification qui seront les intervenants, etc. Mais nous allons parler de la bioéconomie, biodiversité, secteur privé et financement. Les dates, je ne les ai pas encore, mais ce que nous savons, c'est que du 26 et 28 octobre, nous avons déjà ces dates confirmées et nous sommes en train de nous inscrire pour d'autres événements parallèles, mais nous n'avons pas encore la confirmation. Ce n'est pas encore très clair, mais dès lors que nous aurons une définition, nous allons le partager à travers la Fondation Avina et les réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis certaine que tous ceux qui vont organiser ou qui se sont inscrits pour prendre part à ces événements parallèles sont en train de vérifier toujours leurs mails pour voir s'ils ont reçu d'autres informations. Et vous, Peter, quels seront les événements que vous prévoyez pour, dans le cadre de Youth for Natures? Merci, Nadia. Bien, je suis suspect, un peu suspect. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. En fait, je suis suspect en ce qui concerne les financements climatiques et la biodiversité. Nous allons nous concentrer sur les questions liées aux finances, à la biodiversité. 28 octobre, nous allons parler des solutions commerciales, des politiques commerciales, de la législation et de la mise en œuvre de notre plan de biodiversité. Ça sera le 26 octobre où nous aurons toute une journée pour discuter de ces domaines sur les politiques sociales. Et du 26 au 28 octobre, nous allons parler sur la diversité biologique, les flux financiers dans l'espace de la biodiversité, tout en sachant que la biodiversité est sous-financée. Et nous allons examiner tout particulièrement les mouvements de base, les mouvements des femmes, les enjeux sur les genres et sur l'égalité, et surtout comment les flux financés pour la biodiversité se,
font partie de cet espace-là et avoir un financement pour la biodiversité qui fasse partie de tous les processus multilatéraux. Également, dans de quelle forme les communautés de base peuvent contribuer à ces enjeux. Nous aurons également le forum sur l'investissement, le 5, qui sera fondamental pour l'objectif 19, la mobilisation de 10 milliards pour le financement de la biodiversité et comment ceci va contribuer dans le domaine de la biodiversité. Il faut également prendre en compte du dialogue des acteurs pendant le workshop qui se tiendra ici à Nairobi. Il a commencé en avril, ensuite ça a été à Bonn, puis au Royaume-Uni et ça va s'achever à Cali, en Colombie. Je pense que vous avez toutes les dates et ça sera un événement très important pour voir de quelle manière nous allons faire place aux sociétés et obte et conclure à une approche par rapport à la biodiversité et aux conventions de Rio. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos informations. Il semble que ce sera un programme assez intense. Lorsque nous serons plus proches de la date de la COP 16, nous pourrons partager toutes ces informations sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui sont en train de participer, s'il y a des événements pertinents, n'hésitez pas à les poster, à les publier sur vos réseaux sociaux. Et il y a des questions à propos de la meilleure manière de partager pour ceux qui ne se sont pas inscrits encore. Alors voici le lien pour l'inscription pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Il y a encore un espace qui qui est dirigé par, les dirigeants de la Colombie. C'est un espace un peu séparé, mais il y aura plusieurs opportunités de participation. Par exemple, investissement dans le cadre du KMGBF et nous allons également vous donner l'occasion de parler. Ça sera un programme assez intense pour le secrétariat à la COP 16. Pouvez-vous nous évoquer ce qui va se passer, à la COP cette année? Oui, bien sûr, Nadia, quelques commentaires. Tout d'abord, pour ce qui est des négociations elles-mêmes, il n'est pas possible d'y participer de manière virtuelle. Toutes les participations auront lieu présentiellement, les participants de toutes ces salles-là. Il faut s'inscrire, mais pour les observateurs, la société civile et des acteurs non État, il y a des règles, il y a un système hiérarchique et il n'est pas possible de prendre part aux négociations elles-mêmes. Parler, certains gouvernements, certaines parties ne pourront pas le faire s'ils ne sont pas dans la salle. On a essayé de tenir une session hybride pendant la pandémie, tout s'est passé de manière virtuelle et les résultats n'ont pas été tout particulièrement positifs. Il y aura également une transmission en direct sur YouTube, un canal particulier spécifique de la CBD et ainsi vous pourrez suivre certaines discussions. Quant aux événements parallèles qui se tiendront au sein des pavillons et d'autres, ce sont les organisateurs eux-mêmes qui vont, qui vont assurer le streaming, la transmission et s'il y aura la possibilité de participer de manière hybride. Ainsi, on vous demande de nous informer si ça sera le cas, s'il y aura un lien pour la participation virtuelle. C'est bien sûr une manière de participer. J'ai déjà évoqué le lien, vous avez le lien dans le Q&A pour les inscriptions. Il y a eu une question à propos des inscriptions en ligne. Il y a plusieurs conditions préalables pour l'inscription. L'organisation doit être accréditée, alors n'hésitez pas à lire soigneusement ces instructions et le délai pour les certifications,
est déjà conclu, mais pour ceux qui aimeraient participer par le biais d'un organisme accrédité, il y a un délai jusqu'au 15 septembre. Il y a un financement afin d'aider ou de subventionner les participants. Cependant, nous, de la part du secrétariat, nous ne fournissons aucun support. Pour les événements spécifiques, nous sommes en train d'organiser des événements parallèles sur la biodiversité et les changements climatiques, sur la convention, ce qui s'est déjà passé et ce qui va se passer. Je ne peux pas vous promettre quand vous aurez ces informations-là, mais certainement ça sera lors des prochaines semaines. Je vais pas m'engager sur une date, mais ça sera très prochainement. Pour ceux qui sont déjà accrédités et qui peuvent avoir accès à la zone bleue, le pavillon de GBF aura un thème par jour. Il y aura des discussions assez intéressantes et l'opportunité ou l'occasion de prendre part à ces discussions. Vérifiez donc toutes les informations. Le pavillon de la Colombie également va organiser des discussions très intéressantes tout le long de ces 2 semaines. Pour ce qui est de la participation de la société civile en général, ce qui va se passer sur la zone verte, ça sera certainement la zone verte la plus étendue de toutes les COP. C'est dommage, que cet endroit soit un peu distant, mais quoiqu'il ne soit pas nécessaire de s'inscrire pour participer, au sein de la zone bleue, il y aura beaucoup d'occasions de participation lors des discussions qui se tiendront à Cali si vous vous trouvez là-bas et également plusieurs événements qui seront disponibles en ligne ou alors, par une participation hybride. Vérifiez donc s'il y a des informations à ce propos. Quelqu'un a posé une question à propos du budget et du manque de budget. Oui, malheureusement, au sein de la biodiversité, les moyens sont en train de diminuer. Le, G- le Fonds vert, qui est le principal organisme de financement de la CBD, a passé par un temps très long, une durée très longue pour avoir plus de réserves et de moyens. Mais ce n'est pas, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Ce qui a lieu au sein de la convention cadre a lieu également au sein de la CBD. Merci, Tristan. Voici une autre question qui est intéressante sur le chat à propos de certains groupes. Les groupes de genre, les groupes de jeunes, s'ils vont prendre part à certains événements de la convention. Guillemot, j'ai vu que vous étiez déjà en train de saisir une réponse, mais Eduardo, ou peut-être, ou vous pouvez partager comment ceci va avoir lieu, Niralini. Oui, Nadia, j'ai écrit rapidement ici. Il y a plusieurs domaines. Ils se ressemblent, ces zones se ressemblent, mais c'est différent. Je vais vous parler un petit peu sur l'expérience des populations autochtones et les femmes dans l'espace de la biodiversité. Plusieurs organisations ont bâti une synergie et partagent les messages. J'ai déjà évoqué un exemple. Je fais partie également du groupe des populations autochtones. Il y a des différences, bien sûr, mais il y a également certaines informations qui sont partagées. La biodiversité et les populations autochtones, il y a un effort qui s'appelle IIFF, le Forum international des populations autochtones et de la biodiversité. Il y en a un autre pour les populations autochtones et la mobilisation pour le climat, et un grand groupe pour les populations autochtones également. Alors, si vous si vous faites partie de l'un de ces groupes, dans et vous voulez s'engager à la convention sur la biodiversité, ou vous voulez participer, ou bien si vous êtes de la société civile et vous voulez participer des groupes pour les femmes, pour les jeunes, il y a des réunions bien plus amples et mieux organisées
qui sont en train de conduire plusieurs négociations dans le cadre des négociations sur le climat. Nous allons partager les informations, nous tenons des webinaires, pour cela nous mettons à jour et nous avons des alliés féministes. Nous travaillons avec ces alliés. Il y a un principe de participation selon le processus auquel vous allez participer. C'est très important de bien évaluer ces plateformes-là, car honnêtement, je vois, heu, beaucoup de personnes, qui viennent du domaine des changements climatiques et qui veulent s'engager dans la convention sur la biodiversité. Bien sûr, il y a de l'espace pour cela, mais il faut bien voir quel est le but, des discussions et respecter les différents espaces pour vous organiser. Quelle est la meilleure manière de travailler? Bien sûr, nous n'allons pas approuver tout, mais ceci est très important. Si vous faites partie d'un groupe de populations autochtones, les partis, cherchent les arguments des IFB. Si vous faites partie de ce groupe, ce sera un plaisir de travailler avec vous. Je fais partie également du groupe des femmes et du genre en ce qui concerne le climat. Lorsqu'il s'agit de CBD, je fais partie je fais le rôle des populations autochtones et ainsi de suite. Il y a grand nombre de plateformes. Nous pouvons les employer et elles sont ouvertes pour tous ceux qui auraient intérêt à y participer. Merci, Brenali. C'est très intéressant d'entendre de quelle manière on peut participer à ces différentes plateformes. Quelques autres intervenants aimeraient faire quelques commentaires? Oui, à partir de la perspective des jeunes, comme Brinalini l'a dit, dans le domaine de la jeunesse, le NFCCC et le groupe de jeunes qui va participer de la COP et de la CBD, nous venons d'achever le forum des jeunes sur la biodiversité. Il y a plusieurs compositions à ce propos. Ma suggestion serait de, de chercher le GP afin d'avoir le, de savoir plus de ça à propos des jeunes qui sont engagés pour la biodiversité. Également, pour certaines négociations et certains positionnements, il y a les informations. Au sein des mouvements de base, nous essayons de créer des synergies entre les COP. Moi, par exemple, je participe de l'équipe qui est en train d'organiser la conférence des jeunes au Kenya. Nous venons de conclure un workshop, un atelier à propos des solutions et entrer à la nature. Et nous aurons une participation du INFCCC et nous essayons de comprendre les indicateurs, quels sont les objectifs de la CBD afin d'apporter notre support à l'INFCCC. Nous tâchons de le faire dans différents espaces. Nous essayons de nous engager avec différents partenaires, WWF Kenya, afin de rassembler ces idées et essayer d'exécuter, de mettre en place ces idées. Si vous travaillez avec la biodiversité ou la Convention du climat, il y a des synergies et on peut vraiment créer des solutions partagées pour avoir des bénéfices pour les questions sur la biodiversité et du climat. Merci beaucoup de vos commentaires supplémentaires. Je sais que nous n'avons plus le temps, mais Eduardo, auriez-vous quelques commentaires pour conclure afin que tous puissent avoir leur temps de réponse ou de commentaires? Oui, en ce qui concerne surtout la participation de cette communauté de base et ces négociations, il y a plusieurs leçons que nous avons appris. Ce sont les enjeux importants pour avoir une participation importante de cette communauté de base dans les espaces de discussion. À propos de l'inclusion, il est important d'avoir une vaste gamme d'acteurs liés aux communautés locales
ce qui pourrait assurer une diversité de perspectives, une diversité de propositions, un renforcement des compétences, un empouvoirment et afin de comprendre tous ces processus de négociation, afin qu'ils puissent participer de ces manières, de et cet empouvoirment de ces acteurs contribue afin de défendre les intérêts de la communauté. Il s'agit également de leur donner le support par le biais des processus d'accréditation des commissions pour leur participation. Il s'agit d'alliances stratégiques pour les inclure, pour qu'on puisse augmenter leur influence, leur capacité d'agir et faciliter également l'accès aux moyens. Le grand défi de l'organisation, c'est de poursuivre avec ces mouvements de base, avoir accès aux moyens adéquats afin de participer d'une manière effective de ces négociations. Avoir également une idée claire des espaces d'incidence. À part la participation, il y a des espaces mondiaux de négociation et je pense que ces communautés de base ont une fonction très importante, un rôle très important dans ces espaces locaux de prise de décision, afin de pouvoir inclure dans le domaine ou dans le cadre des gouvernements locaux, pouvoir inclure ce regard qui provient des communautés de base et les espaces mondiaux de négociation. Merci, merci à nouveau à tous les intervenants. Je remercie tous les membres du panel et tous les participants de notre webinaire. Je, je m'excuse, peut-être qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. J'ai vu que certains ont levé la main. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti est fini. Oui, bien sûr, nous allons partager l'enregistrement dans les différentes langues et pour ceux qui se sont inscrits, nous avons vos contacts. Nous allons rassembler toutes les informations du chat et nous allons vous les adresser après cet événement. Nous allons également tenir un sondage. Vous vous recevrez sur votre mail afin de participer à cette enquête. Et voici les liens, les sites, et nous allons partager un lien pour l'enregistrement de nos projets et des webinaires. Bon, c'est le point de départ pour certaines discussions et nous espérons poursuivre ces discussions pendant les préparations pour la COP 16 et toutes les autres COP. Les intérêts de la biodiversité et du climat sont tout à fait interliés, interconnectés. Alors, il y aura vraiment des efforts interconnectés de la part des mouvements de base et toutes les organisations. Autour de notre équipe et de l'équipe du support, merci beaucoup. Et j'espère que nous pourrons poursuivre ces discussions en ligne. Pour ce, partagez vos informations et les événements auxquels vous allez participer. Une fois de plus, je vous remercie de votre participation et j'espère vous revoir tous et toutes dans d'autres espaces prochainement.